sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Jean-François, qui est professeur de droit constitutionnel et qui mettra l'accent sur la pertinence et l'utilité des institutions prévues dans les deux dernières constitutions que nous avons connues, la constitution du 7 mai 2010 et la constitution du 22 mars 2020. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je me suis demandé un instant, et je continue d'ailleurs à me demander pourquoi j'ai été choisi sur ce sujet-là, parce que je crois que de nous tous qui sommes ici dans cette salle, je dois être celui qui connaît le moins bien les institutions guinéennes dans les deux constitutions en question. Donc, puisqu'il faut bien à un moment arrêter de se poser des questions, je me suis mis à la tâche et je me suis dit que le défi était surtout, vous vouliez que ce soit un regard de béotien, quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, qui se pose des questions qu'on ne doit pas se poser. Et donc, je vais peut-être poser des questions qu'on ne doit pas poser. Et j'ai pour excuse de ne pas bien connaître les institutions. Et je demande l'indulgence par avance des chefs des différentes institutions dont je vais parler et qui sont dans la salle. Et donc, peut-être par inadvertance, j'émettrai des idées que peut-être qui ne sont pas totalement utiles, etc. Bon, faudra... je ne reviens pas sur les institutions, puisque en plus le temps nous est compté. Je ne reviens pas sur les institutions parce que vous les connaissez bien. Je vais me poser une série de questions. La première, c'est qui semble être sous-entendue par le sujet, c'est qu'il y a prolifération des institutions dans les deux constitutions en question. En tout cas, il y a une liste d'institutions qui est assez consistante. On peut parler de prolifération, encore que, bon, on n'a pas le temps de faire de la sémantique. Je voudrais simplement dire de ce point de vue-là que quand on regarde la Guinée, mais aussi en dehors de la Guinée, dans les États africains, les constitutions dites démocratiques, nous avons ce même mouvement-là, hein, de prolifération des institutions, parce que ce sont des institutions qui incarnent, qui sont censées incarner quelque chose, des figures de démocratie, incarner le pluralisme, etc. Mais la Guinée les deux constitutions en question, me semble-t-il, n'étaient pas si proliférantes que ça. Parce qu'il y a un des mouvements qu'on a connu dans beaucoup de pays africains, que la Guinée n'a pas suivi et qui n'a pas contribué à accroître le nombre des institutions. Je veux parler des institutions de bonne gouvernance, hein, qui se déclinent dans beaucoup de constitutions récentes, essentiellement sous la forme de commissions de lutte contre... de mécanismes de lutte contre la corruption, contre différentes malversations financières, etc. Dans les constitutions, on ne le trouve pas. Donc, bon, une petite réserve de ce point de vue-là, mais surtout, deuxième question, quelles sont les questions que pose, quels problèmes, plus exactement, sont soulevés quand on regarde ce tableau des institutions, et pas seulement en Guinée d'ailleurs, et je pense que ces institutions en soi, et même dans leur état constitutionnel, dans la Constitution, posent problème et sont à l'origine du sentiment qui naît dans la population de leur inadaptation, inutilité, que sais-je encore. Et le premier problème qui est soulevé, c'est un problème en rapport à celui du rapport entre les moyens de l'État, de nos États, et le coût élevé de ces institutions. Dans le processus qui est le vôtre, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le coût que l'on veut de la démocratie. La démocratie a un coût, la justice a un coût, on doit le réguler, on doit le rationaliser d'une certaine manière. Et la première question, c'est cette question-là du coût.
quand on voit cette longue liste d'institutions, avec le nombre de fonctions qui sont dedans, avec, bon, vous imaginez le budget de l'État, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Et évidemment, lorsqu'on se trouve dans un contexte économique difficile, où il y a la rareté des moyens financiers, et quand on se trouve en plus dans une crise qui frappe des couches sociales entières de la population et qu'on voit ces institutions-là, il y a un sentiment de frustration qui peut naître. Et ce sentiment de frustration, il naîtra d'autant plus, il sera augmenté par le fait que la présentation même que l'on fait de ces institutions dans la Constitution ou dans le discours politique contribue à créer, je dirais, un fossé entre ce que les gens voient et ce qu'on leur dit. Je prends juste un exemple. On a évoqué tout à l'heure la question des contre-pouvoirs. On dit, voilà, ce sont des institutions, ce sont des contre-pouvoirs, la démocratie a besoin de contre-pouvoirs. Mais quand j'entends contre-pouvoir, j'entends la phrase « le pouvoir arrête le pouvoir ». Donc une institution qui est capable de stopper, de dire non à un processus. Or, dans cette liste-là, vous trouverez pour l'essentiel des institutions qui ont un rôle consultatif. Donc on les présente comme la panacée qui va assurer le pluralisme démocratique, qui va arrêter les dérives du pouvoir, mais ce sont des institutions qui, dans la Constitution et dans la réalité, n'ont pas ce pouvoir-là. On va leur demander leur avis et encore. C'est ça le consultatif. Et donc du coup, il y a quelque chose qui se crée entre la façon dont on désigne les institutions, dont on les présente, dont on les décline pour la population, et ce que la population voit en réalité. Et de surcroît, si on y ajoute le fait que la plupart du temps, dans ces institutions-là, ces institutions servent essentiellement dans des dynamiques de clientélisme politique, notamment, pas seulement en Guinée, en tout cas je ne connais pas la situation de la Guinée, mais j'en parle pour d'autres pays que je connais très bien. Évidemment, vous ne pouvez même pas parler de contre-pouvoir, parce que là, il y a une sorte de monolithe du pouvoir qui est seul, commence par le chef de l'État et finit par cela. Et donc, du coup, en prenant la liste des institutions, je me suis dit, au moins que je puisse justifier que je traite de ce sujet en faisant état de certaines préoccupations. Ce sont des préoccupations de béotien, quand je regarde de façon élémentaire cette liste qui a été complétée en 2020. Première préoccupation, ce sont des préoccupations liées à des chevauchements, au moins des chevauchements théoriques, enfin a priori, je dirais. C'est typiquement le cas, me semble-t-il, du médiateur et, de l'autre côté, de l'Institution nationale indépendante des droits humains. L'Institution indépendante des droits humains et le médiateur remplissent des fonctions qui ne sont pas si séparées que ça, qui ne sont pas fondamentalement différentes. Comment, d'ailleurs, un médiateur de la République peut faire son travail, qui est de répondre aux préoccupations des citoyens sans défendre les droits de ces citoyens face à l'État, face à l'administration, etc. Donc, nous sommes dans une dynamique, première préoccupation liée à des chevauchements. Deuxième préoccupation, quand je regarde cette liste, et là je vous prie d'emblée de m'excuser, ce sont des préoccupations qui sont liées à ce que j'appelle une justification perverse de certaines institutions. Je vais prendre le cas encore du médiateur et de l'INID, l'INIDH. Je prends ces cas-là, on pourrait le compléter par le Haut Conseil des collectivités locales. L'idée est la suivante. L'idée est la suivante, c'est que je veux dire par là que ces institutions, dans le système guinéen, ne se justifient que parce que d'autres institutions fondamentales ont été affaiblies, considérablement affaiblies. Et qui, d'une certaine manière, ils sont un peu, ces institutions-là sont un peu la preuve vivante qu'il y a un problème structurel et les institutions affaiblies, l'institution fondamentale pour la démocratie qui est affaiblie, c'est la justice.
Et le travail qui est fait par ces institutions-là ne se justifie d'une certaine manière dans le paysage que parce que la justice ne remplit pas complètement son rôle. Le jour où la justice remplit complètement son rôle, que les citoyens ont ce réflexe de justiciable et que les affaires sont traitées réellement et que les moyens sont donnés, les 2 minutes sont même trop, je pense que... Bon, c'est ça que j'appelle la justification perverse. Et le Haut Conseil, je donnais l'exemple aussi du Haut Conseil des collectivités locales, on peut le joindre à cette justification perverse en ce sens qu'on fait un geste sans sauter le pas, lequel pas aurait été peut-être d'associer les collectivités locales à l'exercice du vrai pouvoir national par le biais d'une 2e chambre, par exemple. Et je lis simplement les autres préoccupations liées à l'utilité relative d'une atomisation de l'institution judiciaire. Ça, c'est la Constitution de 2020. Je continue encore à me gratter la tête, à me poser la question. La justice est une institution indépendante dans les constitutions guinéennes. Mais la Constitution de 2020 sort du panier de la justice certains éléments pour en faire des institutions à côté. Quelle est la valeur ajoutée? C'est juste une question. Préoccupation liée à une reconfiguration, et là, c'est 2 éléments sur lesquels je renvoie à mes amis. Préoccupation liée à une reconfiguration du système de garantie transparente et crédible. Il y a la Commission électorale nationale indépendante, mais je ne veux pas dire que cette commission n'est pas utile. Je veux dire simplement que dans le processus qui est engagé aujourd'hui, il y a une réflexion fondamentale sur comment rendre ces élections plus démocratiques, plus crédibles, plus transparentes, par quelle garantie institutionnelle, et il n'est pas exclu. Et d'ailleurs, je ferai à ce moment-là, sortirait une idée, il n'est pas exclu, par exemple, que la Cour constitutionnelle soit amenée à jouer un rôle plus important dans la garantie des élections. Donc, ce qui, au moins, je signale ceci pour engager la réflexion sur une reconfiguration possible de cette institution en rapport avec les autres institutions. Et je terminerai par mon très cher ami et monsieur le conseiller, qui est une préoccupation liée à l'inadaptation. Quand on regarde cette liste, on voit la Haute Cour de justice, on se dit encore et encore. La Haute Cour de justice, dans tous nos pays, c'est une institution inutile, dont les membres passent leur temps à ne pas travailler, à ne pas faire ce pourquoi la Constitution dit qu'ils sont là. Parce qu'on ne poursuit pas le chef de l'État, les conditions sont faites de telle sorte qu'on ne le fait pas. Alors, du coup, dans un processus comme celui-là, je pense qu'il faut saisir l'occasion pour non pas réfléchir sur l'institution, mais réfléchir sur la raison d'être de l'institution. La question est, et il y a une demande sociale là-dessus, une demande des Guinéens, nous voulons que le chef de l'État puisse répondre d'un certain nombre d'actes. Nous voulons demander des comptes au pouvoir public. C'est la question de la responsabilité pénale. Conscience que là, au moment où nous parlons, cette question de la responsabilité pénale du chef de l'État dans le monde entier a considérablement évolué, a été profondément transformée. Et que, par ailleurs, si on prend le cas de la Guinée, en tout cas si on se réfère à ce que demandent les Guinéens, il serait temps de repenser à la fois la responsabilité pénale du chef de l'État dans les conditions très particulières et un peu acrobatiques pour le CNT, puisque dans le même temps, les Guinéens ne veulent pas qu'il y ait un trop grand affaiblissement du président de la République. Donc ça va être un peu difficile comme exercice, mais il faut réfléchir à ça et réfléchir à 2 choses. Quelle institution, dans quelle configuration serait la garantie vraiment que ça soit crédible? Et enfin, quelle procédure? Et je sais que j'ai dépassé mon temps, monsieur le modérateur, je vous demande toute votre indulgence.